Bien dans le débat, Emmanuel Macron à Marseille, un mois après l'assassinat de Mehdi Kessassi, le frère du militant anti-drogue Amine Kessassi. Emmanuel Macron a inauguré un commissariat et le nouveau bâtiment de la prison des Baumettes. Le président français s'est aussi rendu sur la tombe de Mehdi Kessassi. Le chef de l'État a déclaré vouloir renforcer la coopération avec les pays depuis lesquels les têtes de réseau du narcotrafic opèrent vers la France afin de, je cite, saisir leurs biens et les arrêter. Il a ajouté que l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de drogue allait passer à 500 € contre 200 € aujourd'hui. Son déplacement est aussi un point d'étape sur le Marseille en grand, ce plan lancé en septembre 2021 pour faire de Marseille un laboratoire de nouvelles politiques publiques. Alors on va revenir sur ce déplacement du chef de l'État et sur le narcotrafic à Marseille. Où en est-on un mois après l'assassinat de Mehdi Kessassi? Que faire pour lutter contre le narcotrafic en France? L'État peut-il gagner la bataille? On va poser ces questions à mes invités. Frédéric Saliba est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste spécialisé dans le crime organisé, auteur de Cartel, voyage au pays des narcos, et c'est aux éditions Le Rocher. En face de vous, Karine Daniel, bonsoir, sénatrice de la Loire-Atlantique du groupe socialiste, écologiste et républicain, également membre de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et membre de la commission des affaires européennes. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons ce soir Valérie Gasse avec nous. Bonsoir Valérie, bonsoir. Chef du service politique de RFI. Et puis nous avons à Marseille Nourdine Bougrine ce soir, directeur général de l'association Dune, une association qui s'est d'ailleurs professionnalisée dans le secteur de la médiation sociale. Merci d'être avec nous en direct de Marseille. Avant de démarrer cette discussion, on va faire un point en images sur le déplacement du président de la République à Marseille avec Ludovic Defoucauld. Loin des caméras, Emmanuel Macron s'est rendu sur la tombe de Mehdi Kessassi, assassiné il y a un mois, sans doute pour intimider son frère Amine, militant qui dénonce l'emprise des réseaux de trafic de drogue à Marseille. En public, en revanche, le chef de l'État a fait quelques annonces. D'abord sur l'amende forfaitaire délictuelle qui touche les consommateurs de drogue. Elle va passer de 200 à 500 €. Il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue en vie. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. Ce n'est pas la même chose que des choses qui sont licites. Il y a ce qui est licite et illicite dans une démocratie. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. La deuxième annonce concerne la traque des narcotrafiquants. Le garde des Sceaux a fait plusieurs visites diplomatiques, le directeur national de la police judiciaire, moi-même j'en ferai dans les prochains jours, pour aller chercher dans les pays où sont les têtes de réseau de la coopération, pour pouvoir saisir leurs biens, pour pouvoir arrêter les têtes de réseau, nous les restituer. C'est la clé de tout ça. Dans la rue, les réactions sont mitigées. Tous appellent, et c'est une habitude dans la France d'Emmanuel Macron, à plus de moyens. On manque cruellement d'effectifs, de moyens pour travailler, et on attend pour une bonne fois pour toutes qu'il installe la sécurité de la population avec une police elle-même en sécurité. La police fait face à des adversaires qui disposent de ressources très importantes. Selon les calculs du ministère de la Justice, la DZ Mafia, le principal réseau, a engrangé entre 5 et 6 milliards d'euros d'argent liquide, soit plus que la valeur totale du narcotrafic estimée sur tout le territoire français sur une année. Et je vous propose d'écouter quelques réactions de Marseillais. S'il y avait plus d'agents de police dans les rues, il y aurait beaucoup moins d'exactions, les gens se sentiraient moins en manque de sécurité. On attend plus qu'ils mettent en place plus de choses pour tout ce qui est narcotrafic, etc. Alors d'aujourd'hui, les Marseillais, ils en ont marre en fait d'avoir certains des leurs qui sont encore tués aujourd'hui. J'espère qu'on va donner plus de moyens à Marseille, qui est une ville très pauvre, tout simplement. Valérie Gasse, finalement, c'est le huitième déplacement, me semble-t-il, d'Emmanuel Macron à Marseille. Quelque chose comme ça, ouais. Finalement, est-ce que c'est utile? Deux annonces, en tout cas. Bon. Oui, là en fait, a priori, il n'y était pas allé pour faire des annonces, mais pour marquer son implication, sa détermination à agir. Alors, certains diront c'est de la communication. Malgré tout, la venue du président de la République attire la lumière et met en branle un certain nombre de choses. On ne peut pas dire non plus que ça ne sert totalement à rien. Mais c'est vrai qu'en termes d'annonces, on reste sur des terrains que le président maîtrise, c'est-à-dire la lutte contre les consommateurs, la responsabilisation des consommateurs avec cette amende qui augmente très fortement. Et puis, de 200 à 500 €.
Voilà, 200 à 500 euros, encore faut-il les faire rentrer dans les caisses, pas simplement distribuer les amendes. Et puis, c'est les réseaux internationaux qu'il met en cause et promet d'aller chercher les têtes de réseau là où elles se trouvent pour les faire payer, en quelque sorte, sur ce trafic. Est-ce que ça sert ? Marseille, c'est la ville qu'adore Emmanuel Macron. C'est sa ville de cœur. Il y est allé pour plein de raisons. Et là, il a fait un petit mélange. En fait, la lutte contre le narcotrafic dans la foulée. Ce déplacement a été fixé à cette date-là, après la mort de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine Kessassi, il y a 1 mois. Et donc, c'était quand même une espèce de date butoir pour lancer les choses. Il avait diligenté ses ministres tout de suite pour aller faire le point sur place. Lui, il arrive un petit peu derrière pour faire le bilan de tout ça. Mais c'est mélangé le narcotrafic et puis le plan Marseille en grand, qui est son grand chantier, qui là aussi n'a pas totalement fait ses preuves jusqu'à présent. Voilà ce qu'on a dit Manuel Bompard ce matin chez nos confrères de France Info, député LFI. Depuis des années et des années, finalement, on s'inscrit dans la même logique. Beaucoup de communication, peu de résultats concrets. Le président de la République vient à Marseille aujourd'hui. L'année dernière, la Cour des comptes disait qu'il y avait, l'année dernière, moins de policiers à Marseille qu'en 2017. Donc c'est de la com, vous diriez ça, ou pas ? Un petit peu quand même, en fait, quand on voit surtout l'urgence qui se passe par rapport à la France. En fait, on voit que tous les 3 mois, tous les 3-4 mois, on a un point de bascule de nouveau. Alors là, c'était le frère d'Amine Kessassi, mais hier, il y a eu un incendie d'un collège. Enfin, il y a des choses. 2 autres hommes ont été tués en 1 mois, dont l'un de 15 ans, dans le cadre du narcotrafic à Marseille, c'est ça ? Oui, voilà. Et Emmanuel Macron, en fait, culpabilise les consommateurs. Moi, j'ai envie de dire, enfin, c'est vrai que moi, j'ai une vision un peu internationale des choses. C'est un peu une politique un peu arriérée, même par rapport à nos voisins, allemands, portugais, enfin ils ont d'autres politiques et encore une fois l'impact sera évidemment très limité par rapport à cette culpabilisation. Évidemment qu'il faut frapper au portefeuille, mais pas sur les consommateurs, c'est sur les têtes de réseau et c'est ça qui est important. Alors il le mentionne. Maintenant, il y a quand même des résultats, il y a des extraditions, on l'a vu avec Bouguetia, alias Bibi, dont le procès s'ouvre à Lille, là. Un grand narco. Un grand narco qui a eu une extradition depuis Dubaï, etc. Mais c'est une tête de réseau. Or, on sait très bien que le système fonctionne un peu comme une hydre. Dès que vous coupez une tête, il y en a une autre qui arrive. Et donc, il faudrait une politique beaucoup plus musclée pour espérer des résultats. Karine Daniel, alors Madame la sénatrice, ça vaut le coup, ces déplacements, ce 8e déplacement d'Emmanuel Macron ? Il prend la lumière, ça a un impact ? D'abord, il y a ce déplacement, il intervient après un drame qui était la mort de Mehdi Kessassi. Donc que le chef de l'État marque sa solidarité avec la famille, c'est bien normal. Ensuite, on attend l'action de l'État dans la mise en œuvre de ce qui a déjà été décidé, puisqu'on a voté la loi contre le narcotrafic. Aujourd'hui, très peu de décrets ont été pris. On attend les moyens pour déployer la politique publique qui a été promise dans le cadre de cette loi. Donc, la loi sur le narcotrafic. Voilà. Donc il faut évidemment faire de la communication, mais on communique sur des faits, on communique sur des choses qui avancent. Là, sur la majoration de l'amende qui est proposée, effectivement, on sait que déjà sur 200 €, on a des problèmes de recouvrement de ces amendes. Et sur les consommateurs, nous, on attend aussi un volet santé publique, un volet prévention, parce qu'on sait que pour certains consommateurs complètement dépendants, on peut augmenter les amendes à l'infini. Ça ne régulera pas cette demande. Donc c'est juste un seul aspect de la politique à l'égard des trafics de drogue. Noureddine Bougrine, chaque recul de l'État dans les quartiers populaires a favorisé le narcotrafic, c'est ce qu'a dit Amine Kessassi. Pour vous, c'était important ce déplacement du chef de l'État pour quelque part dire que l'État est là ou pas ? Écoutez, moi, déjà, je vais dire, c'est déjà une bonne chose que le président de la République vienne, parce que c'est pas un geste anodin. Chaque fois que le président vient, même si c'est pas suivi forcément de fait, c'est toujours des projecteurs qui sont sur Marseille et qui ramènent l'attention des gens au pouvoir sur l'urgence à apporter une réponse. Après, maintenant, est-ce que ça va être suivi de fait ? On est dans l'attente, en espérant que s'il y a des actions qui sont menées,
elles soient un peu plus pérennes que celles qui ont été menées jusqu'à présent. Vous parlez de quelle action qui n'aurait pas été pérenne en particulier ? Écoutez, je me souviens de l'ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville, Nadjaye, qui avait mené des actions fortes, notamment avec des bataillons de la prévention, qui avait été une forte action de prévention avec des éducateurs spécialisés, des éducateurs de prévention et des médiateurs. Malheureusement, l'année dernière, on a appris la fin du dispositif. Et malheureusement, l'action de prévention, ce n'est pas une action à mener de façon ponctuelle. Comme pour tout, les gens ne sont pas différents de vous et de moi. Il faut qu'on passe du temps sur le terrain. Si on veut rentrer en contact avec les populations qui sont les plus fragiles, celles qui sont capables à un moment de basculer vers la délinquance et ensuite la criminalité, il faut qu'on soit là tout le temps. Il faut qu'on soit là tout le temps. Il faut qu'on soit là au moment où ils ont, j'allais dire, la petite lumière, où ils se disent peut-être c'est pas une option, il faut qu'ils rencontrent les travailleurs sociaux qui puissent leur tendre la main et pouvoir les amener vers d'autres perspectives. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on est toujours à des visions assez court-termistes des réponses, en tout cas d'action sociale. Frédéric Saliba, ces réseaux de narcotrafic donc, qui sont devenus internationaux, comment ont-ils évolué ? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, la DZ Mafia, c'est effectivement une mafia ? Parce qu'on parle beaucoup de la DZ Mafia à Marseille. Oui, alors faire attention aux mots. En fait, mafia, ça sous-entend en fait une organisation d'abord ancienne, qui a des liens familiaux, qui a des rituels, une sorte d'organisation secrète. C'est une référence plutôt italienne. La DZ Mafia n'est pas une mafia, c'est plutôt un gang, mais qui est en phase de cartélisation. Parce que vous avez en Amérique latine, en fait, quelque part des mafias plus jeunes qu'on appelle cartels, c'est-à-dire, comme vous l'avez dans le monde des entreprises, des collaborations avec des organisations qui travaillent ensemble ou des chefs de réseau qui travaillent ensemble et qui fixent les prix notamment. Les prix, les quantités, qui s'associent à certains moments et qui sont concurrents à d'autres avec des organisations très mobiles et très flexibles. Alors, dans l'imaginaire, on voit toujours quelque chose de très pyramidal. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a aussi quelque chose qui me dérange dans l'association, par exemple, entre terrorisme et narcotrafic. Il y a un problème de compréhension, un problème sémantique, ça n'a absolument rien à voir. Le terrorisme, c'est de la terreur pour imposer une idéologie. Le narcotrafic, vous avez qu'un seul but, qui est l'argent, le profit. Et en fait, dans une logique comme ça, capitaliste, fou furieuse. Et puis l'autre chose, c'est que les consommateurs, ce sont nous, nos proches, les gens, enfin, en tout cas, la société. Et donc, faire ça comme ça, une fracture où les consommateurs et aussi les dealers seraient à l'extérieur de notre société, c'est une erreur d'interprétation. Et moi, en tout cas, en tant qu'observateur, ça m'inquiète un peu. Oui, en fait, ça touche Marseille, mais ça touche aussi d'autres villes de France, Valérie Gasse. Et puis en plus, on est à quelques mois des élections municipales. Ça aussi, c'est un contexte politique qu'il faut rappeler dans ce déplacement. Est-ce que ça rend le sujet encore plus vif d'un point de vue politique ? Bien sûr, Marseille, c'est une espèce de symbole dans cette lutte contre le narcotrafic parce qu'il y a vraiment énormément de violence qui est liée à ces trafics. Et c'est vrai, quand le président de la République met en cause les consommateurs, c'est un message politique de fermeté, c'est une vision de la société aussi qu'il défend. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ça dépasse l'enjeu simplement de la lutte contre le narcotrafic. Là, il y a une vraie volonté d'afficher une espèce de projet de société dans lequel il y a ceux qui sont responsables et puis ceux qui ne le sont pas et qui participent. Et puis, en effet, de prendre aussi le parti peut-être des classes plus populaires qui sont très impactées par le narcotrafic. Et comme l'a dit le président, alors encore des propos un peu polémiques, en stigmatisant les bourgeois des beaux quartiers qui ont de l'argent, qui achètent de la drogue et qui amplifient les trafics. Tout ça, ça s'inscrit, oui, en effet, dans une démarche politique. Alors, est-ce que ça favorise ou pas la lutte contre le narcotrafic ? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste comme vous de cette question, mais pour prendre la défense en quelque sorte de l'exécutif et du gouvernement sur ce parallèle entre narcotrafic et terrorisme. Certes, ce sont deux phénomènes qui n'ont pas les mêmes ressorts et les mêmes objectifs, mais ce qu'ils veulent montrer là, c'est que la menace est tellement importante qu'elle est du niveau de la menace terroriste. Et ça, on ne peut pas le nier.
les ravages du narcotrafic en France sont énormes. D'où d'ailleurs la décision de mettre en place un parquet comme sur le modèle comme le du parquet antiterrorisme, antiterroriste, contre le narcotrafic. D'en faire vraiment une menace. Exactement, avec le même type d'organisation à la fois judiciaire et policier que dans la lutte contre le terrorisme. On va vers ça. Oui, c'est ça. On attend la mise en place de ce PNACO. Il doit être mis en place en janvier, c'est ça, le PNACO, on attend donc ce fameux les décrets, parquet. et puis surtout les moyens, parce qu'on sort de la discussion budgétaire. On sait que pour mettre en place les moyens de police, de justice, il faut être à la hauteur des niveaux d'engagement financier que permettent le narcotrafic. Et là, au-delà de la mécanique et au-delà de l'amélioration de la coopération entre les services de l'État, qui était un point un point important mis en avant par la commission d'enquête, et la mise en place de ce PNACO, il faut à la fois l'évolution de l'organisation des services de l'État et les moyens associés. Peut-être ajouter que... Donc là, vous dites qu'il y a une organisation sans les moyens, c'est ça que vous dites ? Il faudra que les moyens soient ajustés à cette organisation. Et on a bien en tête qu'il faut des moyens sur cet enjeu de narcotrafic. Marseille est évidemment un symbole, mais le trafic est sur tout le territoire national, y compris dans les départements et dans les zones les plus rurales, et ça c'est extrêmement important de le noter. Et puis il faudra aussi les moyens pour permettre d'autres alternatives aux jeunes qui sont dans les quartiers, à toutes celles et ceux qui agissent dans les quartiers qui sont les plus touchés. Où sont les moyens de la politique de la ville ? Où sont les moyens de l'emploi pour les jeunes ? On a l'impression qu'on entend ces questions depuis tellement longtemps. Mais là, on les entend à un moment où on a dévitalisé dans ce budget les missions locales, on a dévitalisé l'apprentissage, on a dévitalisé tout ce qui pouvait donner des perspectives autres pour les jeunes. Et ça nous entraîne vers une dérive et vers un engrenage qui n'est pas bon dans ce contexte. Nourdine Brougrine, parce qu'il y a effectivement ce terreau favorable à ces trafiquants à la tête multiple, si on comprend bien, qui finalement recrutent des jeunes. Là, on voit qu'un jeune de 15 ans a été tué dans le cadre des narcotrafiquants. Donc, ils sont de plus en plus jeunes et ils se laissent prendre. Comment ? Et effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative du tout ? Ou est-ce que c'est l'appât du gain ? Est-ce que c'est le côté ségrégationniste des quartiers ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Pourquoi est-ce qu'ils tombent dedans ? Alors déjà, je voudrais juste nuancer ce que j'ai entendu, c'est que les territoires ne sont pas homogènes. Il y a vraiment quand même un distingué de deux types de territoires. Les territoires comme Marseille, où vraiment il y a une histoire du narcotrafic qui est croissante, et où finalement, pour beaucoup de générations, il y en a qui sont nés avec ça dans un écosystème où il y avait le narcotrafic. Et il y a les territoires où finalement, vous avez plusieurs générations qui sont sur ces territoires et qui n'ont pas forcément connu toute l'histoire que l'on connaît en narcotrafic. Et je pense que la réponse qu'on doit apporter, elle doit nuancer cette typologie de territoire. On ne va pas aborder sur une ville comme Carpentras ou Cavaillon dans le Vaucluse de la même façon que sur Marseille, où là, vraiment, il y a vraiment un historique très très fort. Ensuite, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui attire ? Bon, déjà, nous, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que maintenant, c'est pas forcément les enfants, en parlant de mineurs, qui habitent le quartier. Aujourd'hui, vous avez par les réseaux sociaux cette campagne de recrutement qui est faite au niveau national, parce que maintenant le recrutement se fait au niveau national, par des comptes réseaux sociaux, des boucles Telegram, des comptes Snapchat, où on fait vraiment la promotion du poste, de certains postes dans les réseaux, et on voit venir des jeunes, on voit des filles maintenant qui rentrent dans le réseau et qui viennent postuler, souvent avec une vision très idyllique du poste, parce que les réseaux ne montrent pas forcément tout ce qu'il y a. Vous avez des boucles où ils vous disent venez jobber. Ça, c'est vraiment c'est un mot qui est fort de sens. Venez jobber dans un endroit, sur un réseau qui est tranquille. Voilà, vous ne risquez pas. Ce n'est pas comme certains points qui défraient la conique. Donc, ils sont très attractifs. Ce qui n'est pas la réalité, parce que maintenant, aujourd'hui,
tous les réseaux sont aussi dangereux les uns que les autres, mais en tout cas, eux, quand ils viennent avec cette vision-là. Cette vision-là aussi, pour certains, je le répète, très ponctuelle. Hein. Des fois, on vient toucher, finalement, on vient jobber quelques mois en se disant je vais partir dès que j'ai fait des sous, de quoi acheter une voiture, de quoi passer un permis pour un objectif bien particulier. Après, malheureusement, il y en a certains qui glissent et qui s'enquistent là-dedans. Frédéric Saliba, donc évolution donc de ces réseaux, donc pas mafieux mais de narcotrafiquants, et on voit donc là il vient très bien de le décrire Nourdine Bougrine, que les réseaux sociaux, donc il y a à la fois une ubérisation, c'est-à-dire que maintenant le consommateur peut avoir des stupéfiants quand il veut à n'importe quel moment de la journée en appelant, et en même temps c'est ce côté jobber, ce côté réseaux sociaux qui fait que comment ça a transformé finalement l'ensemble? Alors, il y a une évolution, en effet. Alors, il y a une ubérisation et en effet, il y a une forme on pourrait dire presque de manpower du narcotrafic, c'est-à-dire notamment la DZ Mafia d'ailleurs, qui se permet donc de recruter en fait via les réseaux sociaux, donc des jeunes qui ne sont pas forcément des lieux. C'est d'autant plus intéressant que ça déjoue le contrôle social. Parce que dans les cités, il faut rappeler quand même que dans les cités, les premières victimes du narcotrafic, c'est les habitants des cités. Hein. Et donc, il y a eu dans le passé un contrôle social très fort qui est notamment déjoué par cet élément. Il y a un autre élément qui est en train de se développer, c'est qu'on parle beaucoup des points de deal. Et c'est important, mais il n'y a plus que les points de deal, c'est plus uniquement les points de deal. Ils sont plutôt en baisse, manifestement, les points de deal. Oui, et surtout, en fait, il y a une autre activité qui se développe, qui est donc l'ubérisation, c'est-à-dire que vous faites livrer chez vous, en bas de chez vous, les drogues, et notamment des drogues dures, c'est beaucoup plus... Et comme ça, en fait, on déjoue aussi ces dealers qui sont donc des Uber du narcotrafic, n'ont pas tout à fait les mêmes profils. C'est des gens un peu plus élégants, plus discrets, qui justement, encore une fois, je vous dis, le narcotrafic fait partie de notre société. Et ça, et donc c'est encore plus difficile aujourd'hui de lutter contre. Bien sûr, et notamment par rapport à des consommations, par exemple, féminines. Des femmes qui pourraient hésiter à aller dans un point de deal, qui sont des lieux très masculins, un peu durs, et on peut avoir donc de la violence. On peut avoir le développement, par exemple, d'une consommation féminine très très importante via ces livraisons. Et encore une fois, dans ces livraisons, vous avez une interaction avec la personne où vous avez des promotions, par exemple. Les dealers sont très bons en termes de marketing et sur Snapchat, etc. Regardez un petit peu, c'est digne d'une grande entreprise. Hein. Ils sont capables, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, de vous faire une offre, de vous faire des promotions. Il y avait même un interviewé qui me parlait d'un ticket de grattage un peu à la Française des Jeux, vous voyez, où vous avez comme ça des réductions de 50 € sur le prochain achat de drogue. Et donc, il y a toute une technique marketing qui est en train de se développer et qui, moi, à mon avis, passe en dessous des radars pour l'instant, en tout cas des mesures qui sont prises par le gouvernement. Et je suis quand même très étonné qu'on renvoie aux consommateurs alors qu'il y a une évolution. Attention au jeu de jambes des organisations mafieuses. Moi, j'ai travaillé 15 ans au Mexique. Je peux vous dire qu'au Mexique, les organisations mafieuses, même si elles n'ont rien à voir avec les organisations mafieuses en Europe, enfin en France en tout cas, attention au ver dans la pomme, parce qu'une fois qu'il y a des organisations mafieuses qui se développent et qui ont des pouvoirs d'un État régional, par exemple, on ne les contrôle plus. Et vous parliez justement de cette diversification d'activités, parce que très bientôt, on ne parlera plus de narcotrafiquants, on parlera de crime organisé. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire des kidnappings, des enlèvements, des extorsions, ça commence déjà. Et puis après, vous avez une diversification géographique, et pour l'instant, on voit les prémices, mais à partir du moment qu'une organisation a une aura nationale, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre. Karine Daniel, en plus il y a des pressions sur les politiques. On entendait le maire de Marseille ce matin qui disait qu'il y a des appels, qu'il reçoit des menaces de mort, plusieurs menaces de mort, donc la pression est encore plus forte sur les politiques, et en même temps on a l'impression que les instruments, les outils mis en place sont très insuffisants face effectivement à cette transformation de ce narcotrafic. L'objectif des trafiquants, c'est de percuter l'état de droit et l'organisation, la loi, la répression. Donc tous les moyens sont bons pour faire pression sur celles et ceux qui sont censés faire respecter la loi, le droit, l'ordre, et les élus sont donc en première ligne dans ces enjeux. On a parlé tout à l'heure des campagnes municipales qui vont arriver. Il est bon de recenser quels sont les moyens aux mains des maires
dans ce chantier de la lutte contre le narcotrafic. Ils sont peu nombreux. Et pourtant ils sont en première ligne, ces élus. Donc on doit aussi considérer tous ces aspects et avoir une vraie solidarité pour faire respecter les enjeux qui ne doivent pas faire vaciller la République dans ce contexte où tout peut basculer à n'importe quel moment. Et je partage complètement le constat. Tout peut basculer à n'importe quel moment, vous dites. Donc l'État est loin de gagner la bataille. L'État doit mener la bataille et l'État mène cette bataille et les élus locaux doivent aussi accompagner l'État dans cette bataille, mais on voit qu'on entre dans une forme de disproportion des moyens, c'est-à-dire que plus le volume de trafic augmente, plus les moyens sont évidemment importants, plus les degrés de corruption sont donc faciles et peuvent être mis en œuvre. Et là, on doit avoir une vigilance partagée, une vigilance collective. Et quand vous dites les degrés de corruption, finalement, il y a manifestement de la corruption un peu partout aujourd'hui. Comment on lutte contre cette corruption? L'idée, ça serait peut-être de rassembler, de mieux coordonner un certain nombre de structures. Dans la loi, la mise en œuvre d'une meilleure coordination entre les services de l'État. On a vu que, moi j'ai eu l'opportunité de visiter la prison de haute sécurité de Vendôme-Viel. Donc on commence à avoir un déploiement de ces outils qui ont découlé de la loi, mais on voit que pour arrêter le trafic qui serait commandé des prisons, il faut déployer des moyens de l'État qui sont très importants. Et pour un nombre de personnes concernées qui est finalement assez faible. Donc tous ces moyens-là, ils doivent se déployer et ils doivent aussi être agiles et s'ajuster en fonction de l'évolution de la situation. Valérie Gay, ça va être un peu au cœur de cette campagne, de ces municipales. Vous pensez ce narcotrafic, ça va aussi avoir un impact la sécurité sur le choix sera évidemment un thème majeur. Et dans la sécurité, bien sûr, la violence due au narcotrafic, ça concerne maintenant même des petits villages du cœur de la France. Donc oui, ce sera... Qui sont face au même problème qu'à Marseille, dans une moindre mesure. Mais comment l'expliquer? Peut-être... Ça c'est assez différent sur le fonctionnement. Malgré tout, ça a pénétré l'ensemble de la France. Et ça va être un des enjeux des municipales. Et d'ailleurs, cette visite du président de la République, pour revenir sur les aspects politiques, elle s'inscrit aussi avant le débat qui va avoir lieu demain à l'Assemblée nationale, les fameux débats lancés par Sébastien Lecornu. La défense d'abord, le narcotrafic en deuxième. Donc c'est un débat qui va avoir lieu. Il faudra en faire une cause nationale de ce narcotrafic. L'idée, en faire une cause nationale et surtout de demander aux parlementaires de se prononcer sur la manière dont ils voient la lutte contre le narcotrafic dans la perspective du budget. Parce qu'on y revient, Madame la sénatrice le disait très bien, c'est une question d'argent, de moyens que l'on met à la disposition de la lutte contre le narcotrafic. Et on a un budget qui n'est pas voté, qui ne sera peut-être pas d'ailleurs avant la fin de l'année. Et donc, c'est la stratégie de Sébastien Lecornu, en accord bien sûr avec le président de la République, c'est de focaliser sur certains dossiers pour qu'il y ait une espèce d'unanimité et de dire finalement, vous êtes d'accord pour augmenter le budget de la défense, augmenter le budget du narcotrafic et donc voter le budget. Parce que si le budget de la France, de l'État n'est pas voté, eh bien, il n'y aura pas d'argent en plus pour le narcotrafic. Nandine Bougrine, parce que c'est aussi un problème de sécurité, tout simplement. On a vu ces salariés du groupe Orange qui ont fermé pendant 2 semaines. Ils n'ont même pas pu se rendre au sein de leur entreprise pour des raisons de sécurité. Alors, ils viennent de rouvrir les portes il y a 2 jours, mais c'est tout l'écosystème finalement qui est impacté. Alors ça me fait sourire parce que moi qui suis pas très loin de ce quartier-là, aujourd'hui, c'est un peu sous les feux des projecteurs ce qui se passe. Mais au-delà de Orange, au-delà des salariés d'Orange, il y a les milliers d'habitants qui habitent dans les environs, qui habitent dans ce fameux quartier, à Félix IV, qui vivent au quotidien ça. Ce que vivent aujourd'hui les salariés d'Orange, les habitants dans les environs le vivent depuis des dizaines d'années. Et ça s'accélère. Donc, moi, je ne suis pas partisan aujourd'hui de faire le décalage, de faire un distinguo entre les salariés qui travaillent là-bas et les habitants qui vivent là-bas. Parce que s'il y a un distinguo à faire, moi, je suis plutôt plus inquiet pour les habitants qui vivent dans ces tours-là,
qui vivent au quotidien, à qui on empêche l'accès de leur bâtiment. Moi, je me suis retrouvé il y a 3 semaines, un soir, il y a une rue dans le quartier, elle fait 100 mètres. Il m'a fallu 15 minutes pour traverser le quartier parce qu'il y avait une vingtaine de poubelles qui empêchaient la circulation des véhicules. Et je me mets à la place des gens. Moi encore, j'étais juste passé par là. Vous imaginez, donc moi, que les salariés d'Orange, et je suis solidaire vraiment de ce qui leur arrive, mais quand même ne cachons pas le reste, qui sont les habitants. Et je reviens sur ce que disait le collègue tout à l'heure, c'est qu'il y a les victimes, ce sont les habitants au quotidien. Alors vous avez les victimes directes, c'est-à-dire ceux qui ont au quotidien, qui vivent ce lockdown des fois par le réseau du quartier, mais aussi les victimes invisibles qui sont les enfants, ou qui construisent leur quotidien en disant que c'est la norme de se retrouver avec des gens armés dans le quartier, des barrages, etc. Parce que c'est là que, à mon avis, le mal va être fait. Et pour ça, il faut absolument maintenir le lien, être présent dans les quartiers, même s'il se passe des choses. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, cette action de prévention, cette action de lien social est mise à mal par des politiques publiques de prévention qui sont, je répète comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui sont court-termistes. On est là, on voit, et pourquoi tout à l'heure... La police de proximité, par exemple, c'est ça que vous défendez, un retour des moyens pour les associations ? Un retour déjà une politique publique à long terme. Tout à l'heure, une personne autour de la table parlait de la politique de la ville. Chaque année, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en politique de la ville. On a des budgets qui sont sur un an. Et même si une année, on avait parlé d'engagement pluriannuel, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez... C'est ce qui est hallucinant, des associations, les seuls acteurs qui sont encore sur le terrain, des acteurs de prévention, des acteurs dans l'insertion, qui sont sur le terrain, aujourd'hui, on vous dit, écoutez, on ne sait pas trop comment ça va se passer l'année prochaine. Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on le sait. On sait exactement quel est l'angle d'amélioration, c'est-à-dire de construire des politiques publiques stables, de maintenir le lien social. Aujourd'hui, vous avez des gens extraordinaires qui sont sur le terrain, qui, malgré tout ce qui se passe, sont et vont vers la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez 3 victimes dans le narcotrafic. Vous avez les habitants, vous avez les jeunes, ok. Vous avez aussi les consommateurs qui sont aussi des victimes aussi de ce qui se passe. Parce que bon, moi j'ai plutôt un angle santé, c'est-à-dire à un moment quand les gens vont aller toucher, c'est pas pour rien, c'est qu'il doit quand même se passer quelque chose. Mais faire une action plus pérenne sur les habitants, ne pas les oublier, ne pas considérer qu'ils sont la variable d'ajustement de ce qui se passe. Donc, vraiment, moi j'insiste là-dessus. Justement, on va écouter Sandrine Rousseau sur la politique de santé publique. On ne luttera jamais contre le narcotrafic si on ne s'intéresse pas à la consommation. Et en fait, les personnes qui consomment des toxiques, surtout quand ils sont en situation d'addiction, sont malades de cette addiction. Et donc, nous devons aussi prendre ce sujet sous l'angle de la santé publique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait véritablement des services de gestion des addictions, véritablement des services de psychiatrie en capacité d'accompagner ces personnes. Karine Daniel, compliquée la politique de santé publique en France. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un échec depuis toutes ces années ? Là encore, on a une question de moyens. Les services d'addictologie dans les CHU ne sont pas pourvus, les postes ne sont pas pourvus. Et ensuite, quand là, on parle du déploiement des politiques de santé sur le territoire, la question des déserts médicaux, c'est
vraiment un vrai problème dans ce secteur-là, parce que les médecins généralistes sont en première ligne sur la gestion des addictions en proximité pour tout le monde. Donc là, on a un vrai sujet de mixité entre la santé de ville et puis les services de recherche qui doivent continuer à se déployer sur le champ de la psychiatrie, de l'addictologie, dans les services de pointe, dans les CHU. Et ça, c'est une vraie ambition de politique publique de la santé, parce que moi, pour ce qui est des politiques liées aux consommateurs, je pense que des moyens doivent être mis sur les enjeux de santé publique. Justement, parce que le consommateur, est-ce qu'il est complice, comme finalement le dit Emmanuel Macron, donc il faut le verbaliser, ou est-ce qu'au contraire, il est malade, et donc il faut le traiter comme un malade dans une politique de santé publique? C'est pour ça que la politique, en tout cas, qui est annoncée par Emmanuel Macron est un peu rétrograde, parce que, en fait, au final, d'abord, les drogues existent depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que ça fait partie de nos sociétés. On est aujourd'hui dans une logique de société où le matérialisme est très important, donc l'argent est très important, mais il y a aussi peut-être un désenchantement, enfin un mal-être, et on le voit en fait dans la diversification des consommateurs, c'est-à-dire qu'autant, et notamment par rapport à la cocaïne par exemple, la cocaïne qui a été longtemps explose manifestement. Alors, qui explose en consommation, mais qui a été longtemps une drogue un peu de luxe, qui ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, moi, j'interviewe des chauffeurs de bus, des maçons. Il y a des points de deal qui ouvrent à 6h30 du matin pour que le maçon puisse passer au point de deal avant d'aller sur le chantier, vous voyez. Donc en fait, il y a comme ça une forme de transformation en fait de la consommation qui s'est démocratisée. Pourquoi ? Parce que les prix ont baissé. Aujourd'hui, vous avez un gramme de cocaïne pour à peu près 58 €, 60 €, et donc c'est accessible. Et donc vous avez comme ça une consommation qui se généralise. Et c'est vrai que stigmatiser le consommateur, parce que vous avez donc des consommateurs qui sont malades, évidemment, mais vous avez aussi des consommateurs fonctionnels. Vous avez des gens, même l'héroïne, il y a des gens qui prennent de l'héroïne, mais qui vont au travail, qui ont une vie normale, etc. Et c'est dans leur vie. Et donc, encore une fois, le consommateur fait partie de la société, il est à l'intérieur de la société, c'est pour ça que le comparer au terrorisme me paraît un peu bizarre. Et puis l'autre chose, c'est de se dire, est-ce qu'on va vraiment lever les tabous ou pas pour faire une politique globale? On parlait de territoire, le narcotrafic c'est une question de territoire, c'est une occupation de territoire. Les narcotrafiquants, ils sont un peu comme des seigneurs féodaux, comme au Moyen-Âge, avec un droit de cuissage même, avec des tournantes, des viols, enfin des choses qui dépassent le narcotrafic. Et donc cette occupation de territoire, si ça devient un acteur politique et que évidemment le tout répressif devient un argument politique, on occupe le territoire avec la police, mais ça marchera pas. Je l'ai vu au Mexique parce que le conflit a explosé. Les narcotrafiquants se sont armés face à des policiers et des militaires surarmés. Donc il y a eu comme ça une escalade et une spirale de violence. Donc ça ne suffit pas. Donc ça ne suffit pas. Et par contre, occuper le territoire, chaque fois qu'il y a une faille de l'État, on parlait un peu de la corruption par exemple, la corruption elle est déjà là. Il n'y a pas de narcotrafic sans corruption. Donc quand on vous parle de 50 Donc ça veut dire corruption des douaniers corrompus, des politiques corrompus, à tous les étages. Des dockers, des transporteurs, vous ne pouvez pas imaginer la chaîne. Et c'est ça qui, moi, me fascine. C'est-à-dire, il y a comme ça un traitement de la part du gouvernement un petit peu naïf, vous voyez, où on parle du consommateur, on parle de la police, on parle de quelques personnes à Dubaï, et puis on voudrait régler le problème. C'est un leurre. Et moi, ce qui me fascine, vous avez des députés mexicains qui sont venus en France pour avertir les élus français en leur disant « Attention, la France n'est pas le Mexique, mais le chemin que vous prenez et les acteurs, parce que les cartels mexicains et les cartels latinos sont en Europe et sont en France. » Il y a des routes, il y a des accords entre les organisations. Et tout ça me paraît, en fait c'est un problème multifacette qui a besoin d'un vrai débat de société où on déciderait qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces malades, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec ces salariés fonctionnels, cadres, dans une société où vous devez être un super professionnel, un bon amant, un bon papa, et à un moment donné, vous craquez, vous prenez une substance qui est un stimulant et qui vous permet de tenir par rapport à des enjeux de société et des enjeux assez compliqués, à mon avis. Valérie Gasse, d'un point de vue politique, donc finalement, on en est au moment de la conclusion. Bien évidemment, c'est un problème multifactoriel. On ne peut pas ranger tous les consommateurs dans la même case. Ça reste un business, un trafic énorme. Ça reste une histoire d'argent et en effet c'est peut-être le trafic qui irrigue les autres trafics, la prostitution ou autre, et c'est un problème vraiment multidimensionnel. Il y a une volonté affichée, en tout cas, de mettre ce débat dans l'atmosphère, de faire en sorte de mobiliser une prise de conscience des gens. Les moyens sont
évidemment pas à la hauteur du problème, mais on compte sur les parlementaires, en tout cas, pour peut-être essayer de faire avancer les choses. Ça ne se résoudra pas en très peu de temps. Il va falloir en effet du temps, débat de société. Il y a une volonté, malgré tout, on peut reconnaître, de mobiliser la société autour de ce problème avec des moyens limités et forcément un impact, une réussite limitée aussi. Donc un débat national, vous pensez, c'est ça qui... Alors, il y aura un débat au Sénat demain soir, je crois, sur ce sujet. Et il y a une mobilisation nécessaire de toute la société qui doit interroger, vous l'avez dit, le rapport au travail. Il y a des secteurs d'activité qui sont très touchés. Je pense à la restauration, par exemple. Ça doit quand même nous interroger sur ce qu'on attend de jeunes qui vont s'investir dans ces carrières. Et on doit avoir un enjeu de santé publique, je le redis. Et j'espère que le prochain volet et la prochaine loi sur le narcotrafic portera sur ces enjeux de sécurité donc publique. Aussi augmenter les moyens de la avec le groupe socialiste au Sénat, on travaille sur une proposition de loi sur ce sujet parce que pour l'instant, la loi sur le narcotrafic, elle est sur le volet police-justice, c'est une jambe, mais il nous faut travailler sur le volet santé publique et puis sur les enjeux plus globalement qui concernent ce sujet important et dur du narcotrafic. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Nourdine Bougrine, d'avoir été avec nous en direct de Marseille, Karine Daniel, Valérie Gasse. Merci à vous, Frédéric Saliba, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, cette émission. Et je vous dis demain.